Bonjour à tous. Donc, je vous propose de commencer ce webinaire. Donc, Mathilde Petit, je suis responsable des affaires européennes pour le pôle de compétitivité Moveo et également point de contact national transport. Je pense qu'il est l'heure de commencer. Alors, à la technique, nous avons Vincent. Et Vincent, si tu veux mettre la slide suivante, s'il te plaît. Merci beaucoup. Alors, si vous ne voyez pas les slides, c'est sûrement dû à un problème de connexion. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous déconnecter, vous reconnecter. Ça peut permettre de relancer le système. Donc aujourd'hui, vous avez été nombreux à vous inscrire et je vous en remercie. Cela dit, ça veut dire que nous serons nombreux en ligne. Donc, certaines règles s'imposent sur Teams. Donc, vous avez cet onglet qui apparaît à l'écran, qui vous permet de certains paramètres techniques. Donc, tout d'abord, je vous demanderai de couper vos caméras. Donc, seuls les intervenants pourront mettre les caméras pour que ça donne un peu plus de dynamisme à ce webinaire. Mais pour les autres, ça permettra d'avoir une meilleure bande passante. Ensuite, tous vos micros sont coupés. Je vous demanderai de les garder coupés pendant toute la durée de l'intervention du webinaire. Je me permettrai également de les couper s'il y a certaines perturbations et j'en suis désolée d'avance. D'autre part, pour poser les questions, donc pour ceux qui ont pu télécharger l'application, vous avez la partie conversation et nous prendrons toutes les questions qui sont dans cet onglet conversation. Je les prendrai à l'oral et les poserai directement aux intervenants. Sachant que ce webinaire est filmé, vous aurez accès au replay à l'issue, mais également aux slides. Donc voilà, je vous confirme, les slides vous seront bien envoyés. Alors, slide suivante. Alors, l'agenda de ce jour. Tout d'abord, nous aurons la présentation de l'EIC Accelerator par Laurence Feijenbaum, qui est point de contact national PME chez BPI France et qui est également membre du réseau Entreprise Europe Network. Et je remercie Laurence de sa présence. Ensuite, nous aurons le témoignage d'une entreprise qui a été lauréate de l'instrument EIC Accelerator, à savoir l'entreprise Nanomakers, qui est membre du pôle, avec le témoignage de Jean-François Perrin, donc, qui est le CEO de Nanomakers. Voilà pour l'agenda. Un petit juste point d'introduction, slide suivante sur l'accompagnement de Moveo. Si vous avez un projet, une idée de projet ou cette volonté de répondre à l'appel, n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous sommes là pour vous aider dans le montage de votre projet. Moveo, c'est un écosystème de plus de 620 membres sur les questions de mobilité. Donc c'est pour vous. Nous sommes là pour vous aider dans ces montages et identifier le bon financement. Donc, je ne vais pas aller plus loin sur le détail de cette slide, mais n'hésitez pas à revenir vers nous. Et donc, j'ai mis les contacts, donc Mathilde, moi-même, et Vincent qui s'occupe gentiment des slides. Laurence, si tu es disponible, je te propose de te laisser la parole pour cette introduction sur l'EIC Accelerator. Merci beaucoup Mathilde. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce matin et assez contente de constater que techniquement, pour l'instant, ça s'annonce très bien. Slide suivante, s'il vous plaît. J'ai été invitée donc à vous présenter ce nouvel outil qui est l'accélérateur du Conseil européen de l'innovation, car je suis, entre autres fonctions, membre du point de contact national PME, c'est-à-dire un rassemblement de personnes et d'organismes chargés d'être l'interface entre la Commission européenne et les PME dans les différents appels à projets, mais plus particulièrement chargé à la fois de la connaissance du terrain des entreprises et faire remonter éventuellement vos desiderata, mais des outils qui vous sont les plus spécifiquement dévolus, à savoir cet accélérateur, on va en parler aujourd'hui, mais également Eurostars, et puis vous faciliter l'accès éventuellement aux projets que l'on peut qualifier de collaboratifs et de thématiques, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, nous sommes une interface qui est en place jusqu'en décembre 2020. Ensuite, sans doute, les choses seront-elles formatées un petit peu différemment. Mais je vous présente très rapidement donc, les membres et surtout leur organisation de ce consortium parce que vous pouvez indifféremment avoir besoin des uns et des autres, en plus évidemment de ce que Moveo est en capacité de vous offrir. Et Moveo peut vous offrir beaucoup de choses déjà.
Donc, il y a Christian Dubarry, qui est lui-même de BPI France et qui est le coordinateur en titre de ce PCN. Dominique Laroui, qui sera bientôt remplacé par Sylvie Nissen au ministère de la Recherche. Laura Fabre, qui vient de nous rejoindre il y a peu de temps à la Direction générale des entreprises, donc au ministère de l'Industrie et de l'Économie. Jérôme Billet, qui est secrétaire général de l'Association des structures de recherche sous contrat, et donc en relation avec ces structures-là et les PME qu'elles accompagnent. Pascal Formizin, qui est de l'Institut Carnot Mines et des mines de Saint-Étienne. Zenel Kurdi, qui est de BPI France également, qui est plus particulièrement chargé du Diag Europe, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Laure Quintin du pôle minologique, qui en fait est celle d'entre nous qui est la plus au fait des appels à projets thématiques, parce qu'elle-même membre d'un pôle, et Carole Miranda, qui travaille à LNRT. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, j'ai un petit problème de slide de mon côté. Vincent. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, ça a l'air de... Pour moi, ça fonctionne très bien. Alors, en fait, pourquoi on vous parle spécifiquement? Alors là, ça va un peu vite pour moi, par contre. Il m'en manque. Il y a faire avec, faire. Tout ceci, c'est des questions que vous devez vous poser, évidemment, avant d'engager une quelconque démarche vers des appels à projets. Pour savoir en quoi ça vous sert. Est-ce que c'est pour faire quelque chose que vous n'auriez pas fait sinon? Est-ce que c'est faire avec? Auquel cas, on se renverra vers un rendez-vous thématique. Faire. Est-ce que vous avez besoin de sous-traitance? Ce sont des choses vraiment à mettre en perspective. Est-ce que vous souhaitez participer à un appel à projet par opportunisme financier du moment? Ou est-ce que c'est vraiment une action volontariste? Est-ce que vous voulez vous inscrire dans l'Europe à tout jamais? Est-ce que ce sont les deux choses? Ces questions-là, elles sont vraiment extrêmement importantes avant que vous entamiez une quelconque démarche, parce que sans ces questions-là, il y a beaucoup de réponses que vous n'obtiendrez pas vous-même. Slide suivante, s'il vous plaît. Là, on va jouer un peu. Bon, alors, on vous a mis en perspective, parce que c'est très important. On nous dit souvent, oh, mais les appels à projets européens, c'est super chic, ça rapporte gros, sauf que c'est très compliqué, et puis le pourcentage de réussite est vraiment minable. On ne peut pas vous dire le contraire. C'est vrai qu'on préférait qu'il y ait 100% de réussite à chaque fois que vous entamiez quelque chose, mais ça n'est pas possible. Alors, on vous a mis en regard quand même les deux premiers chiffres, c'est-à-dire le taux de succès à l'euro-million et le taux de succès d'un instrument à l'autre européen. Donc 5%, c'est à peu près le taux de l'outil qu'on va voir aujourd'hui, donc l'accélérateur. 30%, c'est plutôt des appels à projets tel Eurostars, et au milieu, les appels à projets collaboratifs où il faut être avec un petit camarade au moins, Eurostars aussi d'ailleurs. Et on vous a bien évidemment rajouté, parce que j'ai volé ces slides à Jérôme Billet, membre du PCN, et il a un sens de l'humour tout à fait corrosif, ce garçon. J'espère qu'il nous écoute aujourd'hui. C'est que quand même un pourcentage est certain, c'est que 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc voilà, on est là pour vous encourager et vous donner les meilleures informations pour que vous puissiez faire votre choix, parce qu'il est parfois extrêmement gagnant aussi de ne pas répondre à un appel à projet si on ne se sent pas prêt. Donc, tout ceci vous permet de gagner le gros lot la fois suivante. On continue. Alors, celui-ci, on ne va pas y rester très longtemps, c'est pour que vous l'ayez par devers vous jusqu'en décembre 2020. Donc, ces informations vont bientôt être passées. Voilà comment est organisée la manière dont l'Europe intervient dans les appels à projets, comment elle intervient pour irriguer l'Europe entière de l'argent qui vise à faire soit de la recherche et du développement, soit les deux. Donc, je vous laisse ceci en jachère pour vous, sachant que pour le moment, l'EIC se trouve dans la primauté industrielle, puisqu'il prend lieu et place de l'innovation dans les PME. Ce sont des choses qui vont évoluer, mais sachez quand même que l'Europe ne changera pas son fusil d'épaule, bien évidemment, parce qu'il tient plutôt bien. Il y aura de toute façon de l'excellence scientifique, parce que c'est indispensable. C'est la recherche fondamentale est un liant dont on a besoin. On l'a vu très récemment pendant la crise du Covid notamment. Et ensuite, évidemment, faire en sorte que cette excellence scientifique puisse irriguer les marchés et nous servir en tant que citoyens. Donc, les autres piliers vont sans doute s'appeler différemment, mais ils existeront. Et tout ceci vise à faire en sorte que l'argent européen vous serve et nous serve. On peut poursuivre.
Là, on vous a fait un petit schéma sur lequel on ne va pas s'étendre trop longtemps, mais c'est pour vous expliquer où on se situe. Donc, en fait, l'instrument PME qui allait donner naissance à l'accélérateur et à son pilote de l'EIC se situe entre la fin du développement expérimental, la mise sur le marché, le début de l'expansion. C'est un projet que vous voyez un peu plus aval éventuellement qu'un Eurostars pour ceux qui connaissent, ou en tout cas que les projets collaboratifs auxquels, de par votre thématique, vous avez sans doute été amené à participer déjà. Vous voyez que c'est un petit bonhomme tout seul. Donc, et j'attire votre attention là-dessus parce que comme vous pouvez le voir sur cette slide, c'est le seul à avoir un petit bonhomme tout seul. Et ça va rester le seul pendant un petit moment. En fait, il n'y a qu'à l'intérieur du nouveau Conseil européen de l'innovation que pourront se faire des projets unipersonnels, individuels pour une entreprise. Pour le reste, l'accent reste quand même porté sur des projets collaboratifs. Et c'est cette différence qui fait que, en termes de timing, en termes de décision et en termes de préparation, il est important que vous connaissiez les tenants et aboutissants parce que ça peut être mis en place à tout moment pour le bien de votre entreprise. On poursuit. Alors, le futur, puisqu'on est en train de parler de quelque chose, en fait, le Conseil européen de l'innovation sera de manière officielle installé en 2021 et jusqu'à 2027. Et le but de cette nouvelle entité, qui n'est pas une entité physique, il n'y aura pas un lieu avec marqué au fronton Conseil européen de l'innovation, mais c'est de faire le pendant du Conseil européen de la technologie qui est vraiment plus sur la recherche. Et là, c'est de faire de tout cela, de l'Europe, un leader de l'innovation capable de rentrer en compétition avec les grands blocs mondiaux que sont les blocs asiatiques, les États-Unis, et de nous faire collectivement de la place. Et de la place en transformant la science en innovation. L'Europe est porteuse d'énormément de sciences au regard même du reste du monde. En revanche, c'est des sciences qui trouvent rarement leur place sur le marché ou elles la trouvent trop tard. Et donc, l'idée, c'est de vraiment faire en sorte de soutenir la deep tech, de faire en sorte d'avoir un écosystème qui, de par son langage, son histoire, est extrêmement fragmenté, et de simplifier le paysage du financement de l'innovation pour justement transformer tout ça dans une industrie accélérée et une industrie qui trouve les capitaux dont elle a besoin pour prendre les risques indispensables à faire éclore cette place-là. Donc, il y a 3 préceptes qui vont être mis en place en 2021, mais qui déjà éclairent la route aujourd'hui. Il y a financer l'innovation radicale à haut risque et qui sera créatrice de nouveaux marchés, quitte à ne pas pouvoir les calculer de manière précise aujourd'hui. Dérisquer ces projets-là pour attirer des investisseurs privés, parce qu'en fait, l'idée, c'est quand même que l'investissement public fasse la place peu à peu aux investisseurs privés et d'accélérer la croissance des entreprises et par suite l'emploi. On peut continuer. Alors là, je pense qu'il faut appuyer sur plein de boutons en même temps. Vous voyez à quel point moi, je suis super technicienne. Donc, dans le futur, et puis ça vous explique que sans doute une partie du présent, on y reviendra après, j'ai préféré une vision prospective et qu'on fasse une petite marche arrière ensuite, mais l'idée, c'est vraiment vers quoi on voit. C'est qu'il y aura des appels à projets bottom-up, c'est-à-dire que vous allez pouvoir en définir totalement le périmètre, et il y aura aussi des projets top-down, et vous verrez où ils s'appliquent, parce que l'Europe va quand même vouloir reprendre un peu la main sur ce qui se passe. La suite. Une priorité très marquée deep tech, c'est-à-dire que en fait, je pense que la crise l'a éclairé, mais c'était vraiment déjà dans les têtes, c'est qu'on s'est rendu compte que effectivement, les innovations d'usage sont très importantes. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Elles sont en général plus rapidement dotées de retour sur investissement. Voilà, elles trouvent leur place sur le marché de manière assez rapide. Cependant, si on n'investit pas dans la deep tech, on se retrouve finalement à être à la traîne des grandes innovations mondiales. Le prisme est vraiment marqué sur la multidisciplinarité et toutes les innovations qui vont pouvoir être multisectorielles. En fait, l'intérêt pour notre économie européenne au sens large, c'est vraiment d'essayer de faire se jouxter et mélanger les secteurs, les disciplines, afin d'être le plus créatif possible.
Alors, les critères d'évaluation, eux, ça va être toujours l'excellence. Je vous parlais d'excellence technologique tout à l'heure, enfin scientifique, j'en reviens à l'excellence technologique, ça sera toujours fondateur. Parce que d'un côté, on ne peut pas dire qu'on revient à la deep tech et ne pas mesurer ou en tout cas étayer toutes les innovations par vraiment un gros travail en amont scientifique sur lequel voilà, tous les regards peuvent être portés sans risque là pour le coup. L'impact sur le marché, mais également l'impact citoyen, c'est très important pour la Commission. Vous avez vu que nous avons élu de manière collective, en tout cas, une assemblée, un parlement extrêmement vert, un parlement qui va s'intéresser énormément à l'impact sur les économies d'énergie, sur la conservation de la planète. Et ça, c'est des choses que, notamment dans votre spécialité, il va être bon de faire et de démontrer. Et puis, il y a un gros travail sur la mise en œuvre. Comment vous allez aller jusqu'au bout de vos projets. Donc, ça s'est transformé déjà en termes de pilote sur un travail sur le risque des projets, des questions vraiment bien spécifiques sur quel risque vous avez à dépasser et qu'est-ce que vous comptez faire pour le dépasser. Et c'est de là c'est de là qu'est venue l'idée d'avoir des auditions qui sont quand même relativement récentes, puisqu'elles existent que depuis la fin de 2018. Ce qui, dans une vie européenne, est quasiment avant-hier, en fait. Et puis, il y a dans l'idée et une première mise en œuvre un peu à tâtons aujourd'hui du blended finance, c'est-à-dire que la Commission va vouloir intervenir non seulement avec des subventions, ce qu'elle fait depuis très très longtemps, mais également avec d'autres outils financiers sur lesquels on va pouvoir s'étendre un tout petit peu après. L'idée, c'est d'avoir demain des gestionnaires de programmes qui aient vraiment la main sur leur portefeuille de projet. Donc, c'est d'avoir des gens qui, au niveau de la Commission européenne, vont avoir, pardonnez-moi l'expression, les mains dans le cambouis, c'est-à-dire des gens qui vont vraiment avoir des portefeuilles de projets, non pas avec des chiffres inflationnistes, mais qui vont vraiment connaître leur projet du début à la fin et qui vont être considérés comme partenaires du projet. Et ça, c'est vraiment un changement de paradigme énorme, puisque ça, les project officers connaissaient fort bien les projets sur lesquels ils étaient amenés à intervenir, mais n'étaient pas considérés comme étant dedans. Et là, c'est une donne qu'il va falloir prendre en compte, parce qu'il va y avoir, de par toutes ces modifications, de par éventuellement l'entrée au capital de la Commission européenne, il y a vraiment une implication et une implication éclairée. En fait, elle est prévue pour l'être, en tout cas, dans les projets, avec une capacité éventuellement de manière collective de décider de les réorienter, voire de les arrêter. Le budget qui était prévu, qui n'est pas encore voté, c'était un peu plus de 10 milliards d'euros pour 7 ans. On en est encore là aujourd'hui, enfin je ne sais pas si le chiffre est encore celui-là, mais une chose est sûre, c'est que le Parlement, de par les différents événements qu'on a pu vivre ces derniers mois, ne s'est pas encore réuni pour voter le budget. Ça, ce sera pour que vous le gardiez par devers vous. C'est l'échelle TRL telle qu'elle, donc du niveau de préparation technologique, on va dire. C'est vrai que la traduction est très bizarre. Telle qu'elle existe officiellement et telle qu'elle vous permet de vous orienter aussi dans les appels à projets européens, puisque pour tel ou tel type d'appel à projet européen, il y a telle ou telle exigence de TRL de départ. Alors ça, moi, je vais y passer très vite. Je l'ai indiqué parce que ce sera une des parties gérées par le Conseil européen de l'innovation, mais sur laquelle moi, je ne suis pas du tout spécialiste. Je vais plutôt vous parler de l'accélérateur. Mais il faut savoir que d'ores et déjà, dans le Conseil européen de l'innovation, il y aura 2 projets maîtres, à savoir le Pathfinder, que l'on pourrait qualifier d'éclaireur de la recherche avancée. Donc là, c'est vraiment sur des choses qui seront de très grande créativité, pas encore attestées par un futur marché, etc., mais qui va être vraiment une forme de couveuse
d'innovation radicale et dont on peut imaginer qu'elles vont créer des marchés. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent les Future Emerging Technologies, les FET, les programmes qui existent, qui sont principalement le fait des universités, des laboratoires publics, dans lesquels s'impliquent pour autant des PME, hein, qui peuvent être les premières testeuses, les premières utilisatrices, travailler sur le cahier des charges, etc. Mais en tout cas, sachez que sur la partie justement de ces entreprises-là, sur le travail qu'elles vont faire dedans, elles pourront être accompagnées de manière spécifique par le Conseil européen de l'innovation et elles vont être aidées pour que ces innovations-là, qui sont des innovations toutes bébés au début, embryonnaires, puissent aller sur leur marché. Et ça, c'est très important. Mais là, pour le coup, aujourd'hui, ma présentation ne fait que l'effleurer. C'est pour que vous ayez un panorama complet. Sachez que là encore, évidemment, les critères seront les mêmes, excellence, impact, qualité de la mise en œuvre, mais elles seront a priori beaucoup plus en amont du marché que ce que l'on va voir pour l'accélérateur, mais c'est pour préparer de nouveaux accélérateurs. Et cet accélérateur, ce fameux accélérateur, c'est vraiment l'idée de changer d'échelle de la manière dont on fait de l'innovation aujourd'hui dans nos pays et de permettre d'aller planter des drapeaux européens absolument partout dans le monde avec des projets qui vont pouvoir croître et embellir. Ils ne seront pas très nombreux, mais ils vont vraiment gagner le jackpot. Et l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent aller gagner de l'argent pour nous tous et redéployer de nouveaux projets et faire en sorte que l'on puisse être de manière collective les parents du futur Google. Alors, c'est peut-être très ambitieux, mais c'est quand même ça l'idée. Donc, l'idée, c'est de déployer de l'innovation risquée, ce que je vous disais. Je vous ai donné la liste des TRL pour que vous puissiez vous y référer. C'est vraiment d'aller sur des projets qui, au départ, seront déjà des projets testés en conditions quasi réelles. Quelle que soit votre réalité, hein, finalement, la réalité des uns et des autres n'est pas la même, mais dès lors que vous pourrez démontrer que votre projet sur le marché visé est déjà passé du stade de vos cerveaux au laboratoire et du laboratoire, laboratoire, bureau d'études, enfin, voilà, tel que votre entreprise le considère, en tout cas, jusqu'au marché. Eh bien, c'est très important. Et en fait, ça va même au-delà. C'est-à-dire que le TRL 9, c'est vraiment d'être dans une accélération très, très complète de votre marché, une accélération de vos embauches, une accélération de votre carnet de commandes, tout ceci dans l'ordre que vous préférez. Mais il faut aussi savoir gérer votre croissance. Et en fait, cet outil devrait vous y aider. Ce sera exclusivement, et ça l'est depuis janvier dernier, un instrument monobénéficiaire. Parce qu'en fait, je vous disais que l'instrument PME qui a prévalu à tout ça était un instrument qui permettait à un petit bonhomme tout seul, enfin, qui représente une entreprise de manière beaucoup plus sérieuse, pouvait aller tout seul. Là, avant, il pouvait aller tout seul. Là, maintenant, il doit aller tout seul. C'est un petit peu différent. Et on va vous proposer à terme un financement totalement mixte, donc avec de la subvention, de l'equity et éventuellement des prêts, des garanties, etc. On va voir ce qu'il en est aujourd'hui, mais sachez que c'est ça le tableau. En tout cas, c'est ce qui est visé. On continue ? Alors voilà, comme c'est ce qui est visé, il a fallu faire un passage de cet instrument PME où on pouvait aller tout seul, mais éventuellement à deux, à condition de dire que notre projet était stratégique pour les deux entités, à quelque chose qui est obligatoirement apporté seul. Et apporter seul dans une grande visée. Alors ça, voilà, on en est là. Hein. C'est-à-dire que on peut passer la deuxième slide parce qu'en fait, on va y revenir. On peut la passer aussi, celle-ci. C'est le schéma que vous retrouverez pour ensuite vous y retrouver justement. C'est donc, on a mis en place ce qu'il faut pour l'ambition dont je vous ai parlé. Sauf que cette ambition, on ne pouvait pas d'un coup, d'un seul, pouf, pouf, on part de projets qui étaient des projets quand même plutôt collaboratifs au départ, à un projet qui éventuellement pouvait n'être plus collaboratif, à quelque chose qui est vraiment, on est partie prenante de votre développement, on est partie prenante surtout de votre déploiement commercial et on veut marquer notre volonté de vous accompagner. Enfin, je parle comme si j'étais à la Commission européenne, ce qui est absurde, hein, mais c'est pour faciliter le débat. Mais l'idée, c'est qu'on va porter une équipe pas très grande, enfin pas très grande, en tout cas pas immense, mais on va porter des entreprises pour qu'elles deviennent les championnes de leur secteur, quel que soit le secteur, et tout cela à travers le monde. Et on va faire en sorte aussi que ça puisse se faire vite, beaucoup plus vite que si vous aviez à aller chercher
des soutiens à droite à gauche, que si vous aviez à faire tout ceci à une échelle qui était la vôtre avec les moyens dont vous disposiez antérieurement. Donc, on va accélérer votre croissance en prenant en charge une grosse partie du risque d'innovation et on va aller de plus en plus vers la rupture, vers la rupture technologique. Donc, évidemment, avec des marchés qui seront des marchés visés, mais pas des marchés que vous connaissez par cœur, puisqu'a priori, ils n'existent pas, en fait. On peut continuer. L'idée, c'est justement de créer un marché nouveau qui répondent. Un des exemples, en fait, c'est Airbnb. Donc, Airbnb, au début, c'était une plateforme pour mettre en œuvre des possibilités d'hébergement chez les uns et les autres. Et en fait, cet outil qui au départ était un changement assez mineur, puisque voilà, il s'agissait de faire plutôt de l'échange, enfin pas vraiment de l'échange, puisqu'on monnayait les choses. Mais en fait, on s'est rendu compte que Airbnb a complètement changé la manière dont les gens envisagent d'être hébergés dès lors qu'ils ne sont plus chez eux. Ça a créé un marché totalement différent de ceux qui étaient adressés dans un premier temps. Et ça a forcé aussi le marché hôtelier professionnel à se positionner différemment. Donc, en fait, l'idée, c'est ça. Et Airbnb aurait sans doute été très, très en peine au départ d'imaginer la croissance qu'ils ont eu à assumer, aussi bien d'ailleurs en termes de développement technique qu'en développement commercial. Et ça a mis en place toute une nouvelle manière de voyager. Ben, c'est ce qui est attendu chez vous pour vos projets. Et donc, c'est en tout cas ce type de projet que la Commission européenne est friande d'accompagner jusqu'au bout. Donc, il va falloir faire un focus sur le risque du projet, sur la capacité que vous allez avoir de le démultiplier, de le déployer, mais aussi, et là, je m'arrête juste 30 secondes, après ça va aller très vite, parce que finalement, le problème le plus compliqué que les entreprises ont à résoudre aujourd'hui, lorsqu'elles répondent aux appels projets pilotes, et elles vont ensuite avoir la même difficulté dans la suite, parce que ça va rester. Il est demandé de prouver que votre projet est non-bankable pour le moment. Donc finalement, ce n'est pas tant l'entreprise qui est non-bankable, c'est le projet lui-même, mais comme il est supposé porter toute l'entreprise, on arrive à faire cette fusion l'un dans l'autre, et non pas une confusion. En fait, ce qu'il va falloir démontrer impérativement, c'est que pour déployer le projet que vous avez en main, y revoir éventuellement des ajustements technologiques. Ce n'est pas un projet de R&D, entendons-nous bien, on arrive après ça. Hein. Mais évidemment, le fait de le déployer, de les déployer à une échelle sans doute qui n'est pas celle que vous avez atteinte à l'instant T, ça va vouloir dire des ajustements technologiques qu'il va falloir faire très sérieusement, qu'il va falloir prévoir. Mais cet aspect de non-bankability, c'est de dire que les entreprises qui ont déjà des capitaux risqueurs doivent prouver que leurs capitaux risqueurs ne peuvent pas aller à ce stade-là au-delà du financement qu'ils ont déjà accordé et qu'ils attendent que cette vallée de la mort soit dépassée pour réinvestir. Il faut vraiment prévoir un gros paragraphe et toutes les attestations possibles et imaginables que vous ne pouvez pas être suivi sur le montant nécessaire à l'instant T pour continuer à déployer ce projet. Et ça, c'est vraiment compliqué, c'est là où beaucoup d'entreprises achoppent. Mais la Commission européenne ne peut pas être prise la main dans le pot de confiture en disant moi j'accompagne des boîtes qui vont rapporter plein d'argent parce que sinon le problème de la concurrence pure et parfaite est un peu battu en brèche et puis l'environnement des banquiers et des capitaux risqueurs risque de faire un peu la tête. Donc en fait la Commission, elle est là pour assumer une brèche, une difficulté qui existe dans le monde de l'accompagnement financier privé. Et si elle n'est pas dans cette brèche-là, elle n'a pas de légitimité pour intervenir. Donc voilà, je vous le dis parce que c'est vraiment un des projets, enfin un des problèmes que les porteurs de projets ont à dépasser. Certains le font et d'autres se rétament très largement sur ce point-là. Excusez-moi mon langage un peu vert. Donc, ce qui a été, je vous ai dit qu'on allait vers 2021, vers un financement mixte extrêmement large, potentiellement. Là, la première pierre à cet édifice, ça a été de mettre en place la possibilité d'une prise de capital par un instrument spécifique européen qui a été créé, qui est un fonds européen, le fonds du Conseil européen de l'innovation, avant d'aller vers des prêts et des garanties supplémentaires. Donc, pour l'instant, et là, depuis octobre 2019, donc c'est vraiment, attendez, je dis des âneries.
Non, c'est ça. Depuis octobre 2019, il y a la possibilité pour la Commission de prendre une part à votre capital. Et c'est important parce que ça change la donne. Ça permet justement à la Commission européenne d'intervenir sur des zones, c'est-à-dire la commercialisation, où sinon, de par ses propres statuts, elle ne pourrait intervenir, toujours pour des conditions de biais dans la concurrence. Et donc, la prise de capital permet de dépasser cette difficulté et d'accompagner plus avant et avec des sommes qui sont en général plus colossales parce que la commercialisation coûte beaucoup plus cher que la R&D, de manière générale en tout cas. Ben c'est important, c'est une nouveauté alors dont on n'a pas encore les effets, on y reviendra tout à l'heure, mais en tout cas ça se met en place. Toutes les thématiques sont possibles. Sauf que, évidemment, comme vous avez peut-être pu le voir, ben, la Commission européenne a quand même en tête des grandes problématiques qui nous concernent tous. Donc, un grand intérêt pour tout ce qui pourra empêcher le réchauffement climatique, tout ce qui pourra permettre cependant une plus grande mobilité dans les meilleures conditions. Et évidemment, cela vous concerne moins directement, un gros point sur la santé et sur voilà, la santé. Après, évidemment, s'ajoute la démocratie, les outils informatiques permettant la démocratie, etc. Donc, il est important de l'avoir en tête. Alors, pour vous, c'est plutôt évidemment tout ce qui va toucher les aspects green, pour parler jargon européen, et tout ce qui est mobilité, bien sûr, et ça, c'est tout à votre avantage. Le budget pour les 2 années, puisque voilà, ces changements sont intervenus en 2019, donc le budget pour 2019-2020, c'était 1,4 milliard d'euros. On peut poursuivre. Comment ça marche? Alors, comment ça marche? Je vais vous dire comment ça marche jusqu'en janvier 2021, décembre 2020, sachant que les choses vont être modifiées. Alors, elles vont être modifiées, on ne peut pas vous donner de certitude aujourd'hui, mais elles devraient être modifiées en tout cas vers une plus grande fluidité. Allô? Allô, allô? Excusez-moi. J'entends du bruit. Oui, je vais couper les micros. D'accord. Et puis, je ne vais pas vous reprendre encore trop longtemps parce que je crois que j'ai parlé longtemps. Il y a 4 donc voilà, ce que j'allais dire, c'est qu'on va vers une plus grande fluidité. Donc moi, ce dont je vais vous parler, c'est l'appel à projet d'octobre. Sachant que tout ce que je vous ai dit précédemment sur la volonté de la Commission, sur la manière dont elle souhaite intervenir, est totalement inchangé. Ça reste, et ça reste plus encore même que cela a pu l'être par le passé. Jusqu'à ce jour, enfin jusqu'au 7 octobre inclus, le système d'évaluation, c'est un dossier en anglais qui fait moins de 30 pages et sur laquelle vous pouvez faire soit une demande de subvention, soit une demande de subvention et d'equity, soit une demande de subvention avec l'autorisation à la Commission européenne qu'elle vous fasse une proposition quand même d'equity. Ça, c'est le b.a.-ba du moment. C'est une évaluation aujourd'hui qui est à distance par 4 experts de pays différents avec des profils divers, business, technologie, investissement. Les critères de sélection, on n'y revient pas trop, mais c'est l'impact, l'excellence et la mise en œuvre. Chaque critère compte pour 1/3. En cas d'égalité entre 2 dossiers lors du rang, la note d'impact fera la différence. Puis les autres critères. Surtout, le critère qui vient en dessous, c'est un accent sur la participation des femmes chefs d'entreprise. Ce qui est considéré comme une femme chef d'entreprise, c'est une femme qui détient plus de 50% des pouvoirs de décision dans l'entreprise. Leurs entreprises représenteront au moins 25% de celles qui sont invitées à pitcher à partir du call de mai. Ça s'est fait là très récemment. De manière générale, et ça ne change pas tant qu'on reste dans ce process, il faut 4 sur 5 par critère, donc les 3 critères dont on vient de parler, plus ben voilà, 13 à la douzaine, il faut un point supplémentaire puisqu'il faut 13 sur 15 pour être éligible, avoir le saut d'excellence. Et ensuite, sont appelés et ont donc des chances de l'emporter à Bruxelles, entre 2 à 3 fois plus de candidats que la somme disponible pour le call. Ce qui veut dire que quand vous êtes invité à venir pitcher à Bruxelles, vous avez une chance, entre une chance sur 3 et une chance sur 2 d'être sélectionné. Le taux de subvention dont on parlait tout à l'heure, le taux de subvention, il est toujours à 75% du projet.
en fait, on aurait dû marquer même le taux d'intervention, c'est-à-dire qu'effectivement, il va falloir que vous demandiez à la Commission européenne d'intervenir à 70% du budget complet du projet, sachant que la subvention max sera de 2,5 millions et que la prise de participation maximum sera de 15 millions. Vous voyez que ça représente effectivement une différence même de niveau entre les deux moyens d'intervention. Tout ça pour en revenir au fait que la commercialisation, c'est très cher. La partie equity, elle est donc ouverte aux activités, toutes les activités que vous proposez, sachant par contre que la partie subvention ne pourra pas aller au-delà du TRL 8. Vous y reviendrez sur les slides, c'est-à-dire juste avant la commercialisation. Et il n'est pas possible de demander seulement de l'equity parce qu'on sait qu'il y a des petits malins qui préféreraient, mais ça n'est pas possible. Les entreprises, ça va vous paraître sans doute très bête, mais il faut que les entreprises candidates soient créées au moment du dépôt. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'entreprises qui souhaiteraient utiliser ces financements-là pour créer leur entreprise parce qu'elles sont fruits d'un essaimage, elles ont travaillé avant. Hein. Évidemment, ça n'a rien d'idiot, ça n'est absolument pas possible, c'est tout. Je viens de vous dire qu'il faut choisir subvention ou blended finance et éventuellement savoir si vous accepteriez une contre-proposition. Là, je pense que n'y seront sensibles que les gens qui ont déjà préparé un dossier instrument PME, les autres moins. Mais évidemment, les données financières et la possibilité d'accroître et de donner une assise plus grande à votre entreprise sur sa scalabilité doivent être indiquées même si vous ne demandez que de la subvention. Alors, donc, il y a cette mise en place du fonds EIC, ça y est, il vient d'être officiellement intronisé, là, pour le coup, avant même l'EIC. Donc, il va gérer l'apport en capital de la Commission. Dans un premier temps, il est prévu que seule la Commission soit actionnaire sur ses parts. Je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard parce que pour l'instant, on est quand même dans la première réalisation. Les premières due diligence viennent d'être finies. Ce qu'il faut savoir pour vous, c'est que si votre dossier est accepté au terme du rendez-vous avec le jury, vous allez pouvoir, le contrat avec la subvention va pouvoir être signé. Et si vous avez été honnête et transparent dans votre copie et si tous les chiffres fournis sont des bons chiffres, les due diligence vont bien se passer. Ce qui peut se produire, c'est qu'on vous demande éventuellement de rembourser ce que vous avez déjà commencé à dépenser. La question ne s'est jamais posée pour l'instant, mais si les due diligence s'avéraient négatives, c'est-à-dire que s'il y avait vraiment un défaut dans ce qui avait été indiqué, vous seriez éventuellement tenu de rembourser la partie de subvention que vous avez déjà reçue. Laurence, il te reste 3 minutes. C'est bon, je crois que j'arrive, hein, la fin, non? Donc, c'est important d'être très honnête dans vos copies, en tout cas. On continue? Je crois que j'ai fini. Ça, c'est des chiffres que vous allez pouvoir garder chez vous. D'abord parce que je suis une mauvaise en chiffres, donc peut-être que je vous ai dit des âneries, mais je ne crois pas. Et donc, c'est important de voir comment ça se répartit, mais ça, c'est, j'allais dire, plus pour avoir un point de contexte. Et ce qu'il me reste à vous dire, c'est que si vous êtes les heureux lauréats, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont s'occuper de vous par la suite. Vous allez avoir la possibilité de vous faire coacher par des consultants européens sur des choses que vous n'avez pas nécessairement devisées dans votre propre copie. C'est-à-dire qu'au moment de lancer votre copie, déjà, il se sera passé au moins 2-3 mois. Et puis, on va voir avec des Key Account Managers du réseau Entreprise Europe dont je fais partie, ce qui éventuellement viendrait vous manquer. Donc ça, c'est de l'aide supplémentaire. On va vous aider à accroître le potentiel commercial éventuellement au fin fond de l'Islande ou de gérer votre passage, parce qu'on espère que vous allez passer de 20 personnes à 500 dans les années qui viennent, voir comment vous pouvez gérer ça, même si ça n'a pas été mis au devis. Il y aura des actions de mentorat entre des lauréats déjà passés et vous-même. Et on va essayer de vous aider à développer vos capacités de leader, en fait. Et donc, il y aura, et aussi d'aller de l'avant, toujours, on parlait d'accélération, c'est d'aller toujours plus vite. Donc, on va vous octroyer des droits pour être sur une plateforme, pour vous aider à accéder à d'autres financements, pour aller plus loin. On va vous aider à vous former pour le pitch, sachant qu'on vous aide déjà pour le pitch avant, mais ça, on y reviendra dans une minute, dans celle qui me reste, à accéder à de nouveaux investisseurs, etc. Je vous ai donné
pour que vous regardiez ensuite la composition de la copie, mais elle est assez classique pour ceux d'entre vous qui ont déjà répondu à des appels à projets. Et sinon, elle est assez simple sur la forme. Il y a une partie administrative et puis il y a une partie sur la proposition elle-même, sur comment vous l'envisagez, sur comment vous allez pouvoir mettre en regard tous vos différents types d'activités. Et puis ensuite, vous allez avoir cette page tout à fait sympathique sur vos données financières, mais si vous avez un expert comptable ou si vous avez déjà été chercher des fonds, ben, ça ne sera que classique. Comment BPI France peut vous aider? Nous avons un outil qui s'appelle le Diag Europe qui vous permet de trouver un consultant pour vous accompagner, en plus de ce que peut faire également Moveo d'ailleurs, hein, ça vient s'ajouter, ce n'est pas à la place d'eux bien sûr, et qui vous permet de consulter... voilà, de faire une réponse à l'appel à projet la plus claire possible et qui vous permet, au-delà du fond qui vous appartient de manière pleine et entière, à trouver la forme qui fera qu'il sera compris facilement. Nous avons aussi la possibilité de vous faire participer à un atelier de pitch si vous êtes déjà invité à Bruxelles. Et ce pitch est payant, il est à 300 € hors taxe, mais il vaut vraiment la peine. Ça vous permet de tout mettre en conformité juste avant d'aller vous faire mitrailler par les questions. Et puis, et nous avons par ailleurs un accompagnement plus large au sein du réseau Entreprise Europe qui, antérieurement, peut vous permettre d'avoir votre copie relue, d'avoir des ateliers sur la conception du pitch, qui n'est pas la même chose que sur sa réalisation, dont je viens de parler là. Et puis, nous travaillons bien sûr avec les différents pôles de compétitivité et, j'allais dire, surtout avec Moveo, voilà, pour vous faire part de ces informations dont j'espère qu'elles vous auront été éclairantes. Voici les liens pour en savoir plus, les liens avec le site européen, enfin le site français sur horizon2020.gouv.fr, le réseau EEN, et puis les différents, voilà, les Access to SMEs, qui est le lien vers un réseau des points de contact nationaux PME de l'Europe entière. Voilà, ce qu'ils veulent, c'est la crème de la crème. Et voilà ce qui est attendu, les meilleures idées, celles qui vont marcher, celles sur lesquelles vous allez être d'un dynamisme fou, celles où toute votre équipe est impliquée, on n'y reviendra jamais assez. Ce n'est pas le projet d'un seul homme ou d'une seule femme, c'est le projet d'une équipe. Et comme tous les investisseurs, la commission va avoir 3 critères, l'équipe, l'équipe et l'équipe. Bonne chance à vous. Et à votre disposition tout à l'heure pour les questions. Et je crois que quelqu'un va vous parler de son équipe dans quelques instants. Voilà, merci beaucoup Laurence. Jean-François, je te laisse la parole et nous répondrons à vos questions à la fin. Jean-François. Oui, merci. Voilà, donc moi je vais vous faire part de notre expérience. Et donc je m'adresse évidemment à ceux qui se présentent à ce guichet de financement. Et donc je vais vous donner quelques éléments de contexte et puis après on parlera spécifiquement du concours et puis de la suite, quoi. Voilà. Donc voilà, nous ce qu'on fait, on est actif dans la conception, la fabrication et la vente de nanomatériaux, des nanoparticules en fait, et en particulier pour qui améliorent les performances des batteries. Alors oui, on va peut-être aller un petit peu moins vite sur le sur le déroulement des slides. Oui, donc voilà, puis on va parler des batteries, c'était le sujet. On peut passer au slide suivant. Donc, attendez, je déclenche mon chronomètre. Parce que je sais que Mathilde va me rappeler à l'ordre, mais bon, c'est quand même mieux de savoir de mon côté. Alors, donc qu'est-ce qu'on fait? On conçoit, on fabrique et on vend des nanopoudres brevetées. Et en fait, elles servent essentiellement d'additifs et pour transformer les performances des matériaux de nos clients. L'histoire, donc, on a été fondé en 2010 comme un essaimage du CEA, et donc on a une licence exclusive sur un procédé, la pyrolyse laser, qui a été développé par le CEA. Et donc on a installé notre usine en 2012. Et ah oui, non, vous ne voyez pas. Et puis, donc, on a commencé à livrer sur le marché des semi-conducteurs des poudres d'une manière commerciale en 2015. Et actuellement, on est en phase d'augmentation de capacité, et puis on va le voir, de préparation d'accès à des marchés beaucoup plus importants. Slide suivant, s'il vous plaît.
Voilà. Donc, on est actif sur 3 marchés essentiellement. Je vais surtout parler des 2 premiers. Donc, dans les semi-conducteurs, nos nanomatériaux améliorent les performances de joints qui servent dans des machines de fabrication de semi-conducteurs. Donc, ça permet d'avoir une meilleure disponibilité de ces machines-là. Et donc, on réduit le coût total de possession. Et donc ça, c'est vendu depuis 2015 avec une croissance forte de l'ordre, enfin un taux de croissance moyen de l'ordre de 85% depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas de concurrent dessus et on est en train de développer, grâce à ces bonnes performances dans cette première application, donc les joints, d'autres applications dans les semi-conducteurs. La deuxième activité, c'est donc l'amélioration de l'autonomie des batteries par l'adjonction de nanosilicium que nous fabriquons donc dans les anodes des batteries. Et on est au stade final de la qualification. Et après, donc là, il y a un marché énorme. Et puis, on travaille aussi sur d'autres applications beaucoup plus atypiques. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc en fait, en haut à gauche, c'est notre réacteur. Au milieu du slide, c'est notre nanoparticule. Et puis, donc, elle est prête donc, à être intégrée dans les cellules de batterie. On a des installations industrielles qu'on a améliorées depuis le démarrage en 2012. Et on a déjà des relations avec l'ensemble de la chaîne de valeur de la batterie, puisque c'est de ça qu'on parle. Et donc, notre chiffre d'affaires, par ailleurs, est réalisé à plus de 99% hors Europe. Slide suivant. Et puis, on est également en train de développer, bon là je passe rapidement, donc la pièce qui est en haut à droite, donc de nouvelles pièces qui sont utilisées avec le nano-carbone-silicium pour être utilisées dans la fabrication de semi-conducteurs, et ça dans la continuité de la première application qui est le renforcement des joints. Slide suivant. Voilà. Donc là, dans les slides suivants, j'ai inclus des slides for pitch, donc des slides qui avaient été inclus dans la présentation, bon, à titre d'exemple. Donc voilà, donc j'en profite pour vous parler de l'équipe. Voilà, donc 14 personnes, parité homme-femme. La moitié de l'équipe est née en dehors de France. Et elle est relativement jeune. Bon, tout est relatif, quoi. Enfin, dans le deep tech, pour le deep tech, c'est un âge moyen. Voilà. Et donc, ce slide, le slide précédent donc, sur l'équipe a été très bien reçu par le jury des investisseurs au guichet SM Instruments, puisque ça s'appelait, donc nous on l'a présenté en 2009 et on est en 2009. Ça fait 1 an qu'on a pitché, exactement, à quelques jours près. Et donc, on a... Donc ça a eu beaucoup de succès. Et puis, voilà, donc je vais passer sur le projet lui-même. Donc voilà, ça c'était notre slide introductif de la présentation, donc il ne dit pas grand-chose. Donc notre objectif, c'est donc de contribuer au développement de l'électromobilité en augmentant l'autonomie. Et ça, c'est possible pour des raisons qu'on va voir après, en ajoutant du silicium dans l'anode. Et en fait, le but, donc on était à Bruxelles quand on a pitché, donc on a donné un exemple entre deux villes européennes. Les 400 km, donc suivant les différents véhicules qui sont présents sur le marché, nécessitent une, deux ou deux pleins, et même la Tesla. Et donc notre objectif, c'est d'augmenter l'autonomie jusqu'à 800 km, voire plus. Et donc de pouvoir faire Bruxelles-Francfort aller-retour sans refaire le plein. Et ça, c'est lié donc avec le silicium qu'on ajoute dans les anodes pour augmenter la densité d'énergie, et ce qui donc augmente la durée de vie de la batterie. Et puis l'autre objectif, c'est de diminuer le coût total. Slide suivant. Oui, alors là, je vous ai mis le slide précédent. Et puis dessous, donc pour la préparation du pitch, on avait écrit un scénario. Donc, on a écrit mot à mot tout ce qu'on allait répéter pendant le pitch. Donc là, je vous présente le slide en haut et puis les commentaires. Et donc, le scénario était vraiment très rédigé. Le script était vraiment très rédigé. Et on l'a répété plusieurs fois. Et bon, là, on a mis en gras les mots qu'il ne fallait pas oublier. Mais donc, c'est la partie préparation du pitch est vraiment très importante. Voilà. Slide suivant.
Donc ça, c'est oui, vous pouvez mettre voilà tout le merci. Donc en fait, pourquoi le silicium est utile? C'est parce que historiquement, si on regarde au début des batteries lithium-ion, l'anode était fabriquée en graphite et on avait un potentiel de captation des ions lithium, donc quelque chose qui est lié directement à la densité d'énergie de 372, donc un peu moins de 400. Le silicium pur a une capacité de 4000. Ça, on n'y est pour rien, c'est juste la chimie qui dit ça. Le silicium aime beaucoup le lithium et donc plus que le carbone. Et donc, c'est cette propriété-là qu'on essaie d'utiliser. Alors, le silicium, si on l'utilise, si on utilise du silicium standard, on va avoir deux problèmes. Donc, le cracking, donc la fissuration et la désintégration du silicium au cours des cycles. La batterie va se charger et décharger et, donc, les particules de silicium vont se désintégrer et donc en parallèle, elles vont être oxydées par les électrolytes. Et donc, nous, notre produit, il est nanométrique, donc il est élastique, il permet de résister au cracking et d'autre part, il a un revêtement donc à base de carbone qui permet de mieux l'intégrer dans une matrice. Bon, ça, c'est un détail technique. Et donc, il va être protégé de l'oxydation par l'électrolyte. Voilà, donc ça c'est un slide qu'on a présenté au pitch aussi. Le projet, donc le suivant, alors si on peut le présenter en deux fois. Alors, bon, ben voilà, merci. Donc aujourd'hui, le jour de la présentation, on était prêt à traiter le marché de niche des batteries. Et donc là, on avait un prix qui était un peu supérieur au prix du graphite. Et donc ça, c'était en train d'être mis sur le marché. Et la suite du slide, s'il vous plaît. Voilà. Et le projet donc, qui s'appelle DebiMax, ça consistait à développer un réacteur qui était entre 4 fois plus gros, ce qui est en jaune au milieu, 4 fois plus gros que le réacteur existant. Et grâce à ça, ça permettait donc de réduire le coût d'une manière directe et indirecte. D'abord en réduisant les montants à investir, puisqu'un réacteur plus gros permettait au kilo produit de diminuer le coût de l'investissement donc de 40 à 50%. Et d'autre part, comme on réduisait le nombre de réacteurs en ayant des réacteurs 4 fois plus gros, donc on divisait par 4 le nombre de réacteurs pour une capacité donnée, ça permettait donc de réduire également la main-d'œuvre et donc le coût de main-d'œuvre. Et donc, ça nous permettait d'avoir un prix qui était du même ordre de grandeur que la solution actuelle, donc exprimé en euros par kilowattheure. Et donc, ça nous permettait d'attaquer le marché de masse qui est constitué par les véhicules électriques. Et ça, c'est un horizon de mise sur le marché 2022-2023. Slide suivant. Alors, qu'est-ce qu'on a retiré de notre préparation et puis de la suite du projet? Donc, d'une part, la préparation, comme l'a dit Laurence, le ratio succès, il n'est pas très élevé, hein. Et on a été bien soutenu par BPI France pour la préparation. Donc, et ça, surtout, n'essayez pas de le faire tout seul. C'est vraiment un must d'être aidé. Bon, l'entreprise qui nous a aidés, les consultants qui nous ont aidés s'appelaient Efficient Innovation. Bon, ça, c'est chacun son truc. Et donc, pourquoi il faut absolument se faire aider? D'abord parce que tous les candidats sont aidés, donc sont soutenus par un consultant. Donc, si vous n'êtes pas aidé, vous partez avec un handicap, hein, ça serait quand même dommage. Et puis après, sur la forme de la collaboration, donc nous, on a tout expliqué au consultant qui a écrit tout le dossier et qu'on a relu et corrigé. Avec le retour, aujourd'hui, si on devait le refaire, on écrirait nous-mêmes, enfin disons, on prendrait les consignes et les directives du consultant, on écrirait nous-mêmes le dossier et on le reverrait avec eux pour faire la version finale. Ça serait bien plus efficace, mais ça, c'est aussi lié au fait que nous, on a une certaine expérience en interne, on a plusieurs personnes qui ont l'expérience de soumission de dossiers de projets, de financement de projets. On a pu faire ça, voilà. Pour info, donc on a été retenu pour pitcher à la 4e tentative.
Chronologiquement, ça a dû faire à peu près 1 an, je crois, parce qu'on a soumis à, oui, c'était le même rythme que Laurence a indiqué, donc 1 fois par trimestre. Donc on a soumis tous les trimestres. Bon, le consultant normalement, il était financé pour nous aider que la première fois, et il nous a aidé jusqu'au bout, et y compris pour la présentation du pitch. Alors le pitch. Alors, ce qui est important, comme je vais le dire après, donc nous, on s'est présenté à 2, donc mon collègue, donc le directeur R&D, et puis moi-même, donc le CEO. On a pitché donc auprès de notre consultant, donc Efficient Innovation, et on a également retenu l'offre donc de BPI France que Laurence a citée, donc 300 € hors taxe. Ça, c'était vraiment très profitable. On a été vraiment très challengé par la consultante qui avait été donc mise en place par BPI France. Ça a été très utile. Le comité d'évaluation, donc ce sont des investisseurs. Donc en fait, la présentation, c'est très similaire dans l'esprit à un pitch pour investisseurs. Pour nous, bon, j'ai mis qu'il y avait moins de pression parce qu'en fait, on a l'habitude de pitcher devant des investisseurs et puis de pitcher en général. Et le critère, comme l'a dit Laurence, c'est l'équipe. Et donc, c'est particulièrement important. Donc, on avait beaucoup travaillé aussi sur la forme avec mon collègue pour vraiment donner l'impression d'une équipe soudée. Bon, c'est vrai, hein, on n'a rien inventé. Et donc, une complicité, tout ça, c'est important de montrer ça. C'est aussi pour ça que j'avais préparé le slide sur l'équipe. Il y avait un autre slide sur l'équipe de projet où c'était donc les dirigeants, donc le directeur R&D, moi-même, le directeur des opérations qui avait aussi un rôle et qui avait un CV qui était intéressant, et puis le chef de projet lui-même. C'est un autre slide que je ne vous ai pas montré. Alors aujourd'hui, les pitchs, ils se font en distanciel. Donc, si j'avais un conseil à donner, c'était de tout faire au niveau de la mise en scène pour que l'équipe apparaisse dans sa globalité, quitte à prendre du recul pour intégrer donc tous les présentateurs et faire passer le message de l'équipe soudée, confiante, complice et bon, bien sûr motivée, mais ça c'est individuel. Mais disons que toutes les valeurs collectives de l'équipe sont particulièrement fondamentales et très bien appréciées par ce comité comme par tous les investisseurs sur toutes les opérations d'augmentation de capital. Donc nous, ça s'est très bien passé en conclusion et ça a été... ouais, on s'est bien éclaté sur la présentation et voilà, bon, ça a bien marché. Alors, après l'octroi de l'offre, 14 minutes, donc j'ai fini, hein, c'est le dernier. Donc, il y a effectivement 12 jours de coaching. Nous, on a pris la moitié pour l'instant et on a fait la moitié. Et donc, on était parti sur une question de stratégie, puis finalement, on s'est réorienté sur des questions d'efficacité commerciale, on va dire ça comme ça. Et bon, on est tombé sur un super consultant et on est vraiment très content de l'expérience qu'on a vécue. Et enfin, bon, les conséquences du Covid, mais ça, les nouveaux candidats, je pense que ça vous concerne un peu moins. Bon, il y a un peu de compréhension et on est en train de mettre en place le traitement des conséquences du Covid. Voilà, donc j'espère que ça va vous apporter quelques informations et puis de toute façon, j'imagine que vous allez avoir quelques questions. Merci déjà pour votre attention et puis à tout de suite. Merci Jean-François. Alors, je confirme, on a quelques questions. Je vous propose qu'on se prenne quand même 10 minutes pour répondre aux questions. Donc, ceux qui n'ont pas la possibilité de rester, je suis désolée, vous aurez accès au replay. Et pour les autres, voilà, prenons ce temps avec Laurence et Jean-François. Donc, première question plutôt pour Laurence. Si une partie du projet est développée dans le cadre d'un laboratoire de recherche, est-ce un plus ? De toute façon, tout ce qui va attester l'excellence du... Alors, donc la réponse est oui, on va faire court. Et tout ce qui va attester de l'excellence du projet est un plus, bien sûr. De toute façon, tout ce que vous allez pouvoir avoir comme argument factuel qui prouve votre implication et des chances de succès ou la connaissance des risques et la manière de les contourner sera un plus absolu.
Merci. Une autre question. Est-il possible d'avoir de la subvention sans participation? Alors, on a déjà un Oui, peu bien répondu, sûr. mais Oui, oui. voilà. Par contre, l'inverse n'est pas… De toute façon, il y aura toujours une part de subvention. Je crois que la question a été posée. De toute façon, l'outil principal et primaire de l'instrument PME devenu l'accélérateur, c'est la subvention. Donc, il y aura toujours une part de subvention. Après, voilà, c'est avec ou sans equity et avec ou sans la possibilité de vous faire une contre-proposition. De toute façon, je pense que ce sera le mix à terme qui va l'emporter partout. Une autre question. Y a-t-il un accompagnement possible pour la négociation de la part d'equity? Ça fait partie du Diag Europe, hein, c'est la négociation générale de l'ensemble. Ce n'est pas une partie plus l'autre, ça fait partie du package dont je vous ai parlé tout à l'heure. Merci. Une autre question. Peut-on présenter, alors là, la question a été posée deux fois en version différente. Peut-on présenter une innovation qui soit déjà commercialisée ou en tout cas dont une partie est déjà commercialisée? Oui, mais à prouver que vous avez quand même besoin de subsides pour en faire un déploiement plus large. Il faut qu'il y ait quand même un plus parce que si vous avez déjà fait ce que vous aviez à faire et que vos banquiers vous font confiance, il n'y a absolument pas besoin d'aller chercher de l'argent public. Je rajouterais que c'est tout à fait notre cas de figure, puisque nous, on était actifs sur des niches. Et puis, globalement, on commence toutes nos activités commerciales par la vente d'échantillons. Donc, on était déjà en phase commerciale, bon, à petite échelle. Et notre projet, c'était le scale-up, en fait. Le scale-up et puis la diminution des coûts pour pouvoir attaquer des marchés plus larges. Ouais. Merci. Donc, on est d'accord. Tout à fait. Heureusement. La preuve en est faite. Pour les projets d'investissement à long terme, pour le financement en subvention, jusqu'à quelle durée les coûts sont-ils éligibles? Alors, pour la subvention, c'est 2 ans, hein, c'est 24 mois. Après, la partie d'equity qui peut prendre déjà ancrage dans cette première phase, mais peut se poursuivre au-delà. Je pense qu'on peut considérer pour l'instant que cela peut aller jusqu'à 5 ans. Mais la partie vraiment qui nécessite encore de la subvention, elle est de 2 ans maxi. Alors Jean-François, une question a priori spécialement pour toi. Quels ont été les plus de ton projet qui ont fait qu'il ait pu être retenu? Je dirais la première chose, c'est que la batterie, c'est un sujet assez sexy. Donc, bon, ça, c'est une première chose. Après, on est une entreprise industrielle et puis avec des possibilités de croissance importantes. Donc, la partie industrielle et du deep tech, c'est quelque chose qui est aussi un point positif. Et puis, je pense qu'on a fait un bon pitch aussi. Bien préparé, et puis ça s'est très bien passé, quoi. Ouais, voilà. Sur le fond et sur la forme, quoi. Et sur les redépôts, comment le dossier a-t-il évolué, selon toi? Bon, alors là, c'est un peu difficile à suivre parce que nous, on considère qu'on a toujours amélioré chaque fois. Donc, la deuxième, troisième et quatrième fois, on a toujours amélioré notre dossier. Et je ne sais plus si c'est la deuxième ou la troisième fois, on a une note inférieure aux notes précédentes. Donc, il y a un aspect un peu aléatoire quand même dans les notations. Et on a été dès le début à, je sais plus, c'est 13, Laurence, ou 14? Oui, c'est 13 le minimum. 13. Alors, on a été à 12,80 dès le début, quoi. Donc, on était vraiment tout près d'y arriver. Il y a un aspect un peu aléatoire, quoi. On l'a amélioré, on a essayé de prendre en compte les remarques qui avaient été faites à l'évaluation précédente. Ouais, je ne sais pas si Laurence a envie d'ajouter quelque chose, mais c'est pas une science exacte, voilà. C'est pas une science exacte. Les évaluateurs ont chacun un regard différent. Donc normalement, les 2 notes sur les 4, enfin, à ce stade, sur 4 évaluateurs qui vont mettre 4 notes différentes, on enlève les 2 extrêmes, on fait la moyenne des 2 qui restent au milieu pour essayer d'avoir quelque chose qui soit relativement homogène. Ça, c'est des choses qui vont sans doute évoluer dans le temps. Il est certain que ce n'est pas une science exacte et il est certain qu'on a l'impression de revoir la copie, de l'améliorer à chaque fois. Entre-temps, il faut savoir que c'est un concours européen, qu'il se peut que sur le même thème, il y ait éventuellement d'autres projets qui se fassent jour dans d'autres pays parce que souvent, les projets sont dans l'air du temps. Donc, voilà, faut travailler, faut vraiment travailler, j'allais dire, en votre âme et conscience, mais c'est ridicule comme expression, mais c'est un peu ça. C'est vraiment, faut présenter au mieux le projet tel qu'il existe chez vous et vous occuper que de ça.
et continuer à y croire jusqu'au bout. À l'avenir, le nombre de redépôts et ses modalités vont sans doute évoluer. Par contre, ça, faut avoir ça en tête, mais ça fait partie des grandes inconnues de la suite. Alors, une question sur la rédaction du dossier en lui-même, et plus précisément sur le diagramme Gantt. Faut-il prendre la forme proposée par le template, qui est donc proposé par la commission, ou peut-on en produire un personnel et peut-on ajouter un diagramme de perte? Ajouter, il n'y a aucun problème. Vous ajoutez ce que vous voulez tant que ça reste dans la limite des pages disponibles. Là, je ne suis pas suffisamment technicienne pour vous répondre, mais a priori, quand il y a un outil proposé dans le template, on a plutôt intérêt à l'utiliser, quitte à avoir des ajouts, à avoir des informations, à le rendre éventuellement plus chouette. Mais je pense que les diagrammes de Gantt font partie de la culture générale des évaluateurs. Leur proposer un autre outil, pourquoi pas, mais pas à la place d'eux, et bien le présenter, bien l'expliciter. Voilà, on peut vous engager à avoir par devers vous un bon graphiste qui rende tout ça digestible. Il y a un truc à ne jamais oublier, c'est que l'évaluateur ou l'évaluatrice, ce sont des femmes et des hommes comme les autres. Plus votre dossier sera vivant, plus il sera vu de manière éclairée. Si vous faites un dossier plan-plan, pas lisible, écoutez, il y a des chances qu'ils s'endorment dessus, c'est pas une bonne nouvelle. Peut-être tu souhaites compléter, Jean-François, sur ton dossier, si vous aviez collé à la trame. Oui, si, on a collé la trame et puis on était bien conseillé par le consultant. Non, j'ai dit l'essentiel. Il vaut mieux écrire quand on connaît bien le dossier, ça fait quelque chose de plus structuré. Enfin, moi-même, j'ai travaillé à la relecture du dossier plusieurs fois. Ouais, c'est compliqué de refaire quelque chose qui a déjà été préparé. Mais on a suivi la trame, hein, sinon, et puis on a coché toutes les cases, quoi. Alors, une question qui revient sur les TRL concernés, est-ce qu'on peut préciser? Alors, je pense que tout est dans les slides. Tout est dans les slides, c'est n'importe. Il faut qu'il y ait des activités à partir du TRL 6. Quelqu'un a demandé si on pouvait directement faire des demandes par rapport au TRL 9. Ça n'est pas possible. Il faut qu'il y ait une partie en subvention. Donc, il faut vraiment qu'il y ait encore un travail qui permette un véritable déploiement technologique. Si ce sont des projets qui sont déjà à leur stade de maturité optimale sur le marché, il n'y a rien à faire. En fait, vous utilisez vos banques et puis ça ira bien. Il faut vraiment qu'il y ait un travail de déploiement à faire et qui occasionne quand même un renouveau de ce que vous proposez, ou en tout cas des additifs, en tout cas du travail de prise en compte de ces nouveaux marchés, des retours éventuellement consommateurs, etc. Alors, quel est le budget minimal des projets? Alors, quel est le budget minimal à partir duquel vous acceptez de passer 3 mois sans dormir? C'est vraiment ça. En fait, il n'y a pas véritablement de budget minimal, mais en fait, faut savoir que la subvention maximale qui représenterait 70% du budget de votre projet est à 2,5 millions. Donc, ça veut dire qu'on est sur des projets qui, en subvention, représentent maxi 4 millions. Je pense qu'à moins d'1 million d'euros, ça ne vaut pas vraiment le coup, mais peut-être que d'autres personnes diront des choses différentes. Moi, je pense qu'à moins d'1 million d'euros, il y a d'autres guichets, des guichets nationaux, qui peuvent être un bon marchepied pour aller vers ça plus tard. Mais là, pour le coup, il n'y a pas de minimal reconnu, je crois, par la commission. En même temps, en deçà d'1 million, moi, je n'ai pas vu beaucoup de projets. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter là-dessus? Non. Une question sur, mais a priori, Jean-François, tu as répondu sur l'historique des notes, si c'est partageable. Donc, tu nous as fait part des notes qui ont baissé. Oui, enfin, c'est un peu aléatoire. Oui. Je sais pas s'ils prennent en compte le fait qu'on se présente plusieurs fois et qu'on est plusieurs fois tout près de la note minimale. Mais non, on fait au mieux. Je ne saurais pas prédire, hein, par contre. Ouais. Alors, il y avait une question, est-ce que vous avez demandé de l'equity? Mais je ne suis pas sûre que ça existait. Non, ce n'était pas éligible voilà. à l'époque. D'ailleurs, Laurence, est-ce que maintenant, une fois qu'on a été lauréat de la première configuration, on peut demander de l'equity en avenant? Alors non, vous devez déposer un projet, demander au moins 500 000 euros en subvention et éventuellement demander de l'equity.
Donc, il faut que ce soit le même projet, avec éventuellement dans la timeline des choses qui ont déjà été réalisées, mais il faut que ce soit le même projet. Ouais. Mais vous avez le droit, par contre, de représenter. Normalement, on n'a pas le droit d'avoir plusieurs projets dans la bobine en même temps, sauf pour les lauréats, en fait, sauf pour les anciens lauréats. Alors, il y a une... Vas-y, Laurence, pardon. Non. Une question, les entreprises qui se positionnent sur un coaching organisé dans le cadre de l'accélérateur, dans le but de promouvoir leur développement, sont-elles éligibles? Je ne comprends pas la question. Le coaching, en fait, c'est quelque chose de proposé dans le cadre pour les lauréats, donc c'est pas dans le cadre de... Oui. On ne fait pas un dépôt pour le coaching. Ah non. Non. Après, il y a d'autres types de coaching offerts par BPI France et d'autres opérateurs. Mais là, le coaching dont on parlait, c'est un coaching spécifique qui est offert, j'allais dire offert en plus aux lauréats de l'accélérateur, celui dont on parle. Et avec des modalités assez particulières, puisque c'est le CAM, le Key Account Manager du réseau EN, qui vous est attribué, qui avec vous va déterminer de quoi vous avez besoin et quel type de coach on va pouvoir trouver dans la base spécifique européenne pour vous aider. Et c'est des coachs qui, là, pour le coup, sont payés par la commission directement. Alors, une question sur les experts. Alors là, il y a encore, je ne sais pas si c'est les experts à l'écrit ou à l'oral, mais peut-on contacter les experts EIC en général et y a-t-il une liste? Alors, la liste des experts, j'imagine que de toute façon, il existe 2 listes d'experts qui sont connus. Il faut aller sur le site de l'EIC, aussi bien donc sur les jurés oraux que les experts à distance écrits. Leur nom est connu. Vous ne saurez pas qui va éventuellement voir votre dossier. Les contacter préalablement, je ne suis pas sûre que ce soit... Enfin, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. C'est pas fait pour ça, cette liste. En tout cas, c'est fait pour qu'éventuellement vous puissiez en révoquer quelques-uns qui risqueraient de porter préjudice à votre copie. Mais sinon, je ne connais pas. En tout cas, officiellement, c'est une démarche qui n'a jamais été entreprise à ma connaissance. Sans doute que des choses se sont faites de manière off, mais en tout cas, ça ne fait pas partie d'une procédure normale de l'accélérateur. Une question, faut-il suivre dans le template les différentes bullet points et les faire apparaître? C'est les suivre, oui. De design. Les suivre, oui. Les faire apparaître, je ne suis pas sûre si votre réponse intègre la question et si on peut s'y retrouver, je pense que ce n'est pas obligatoire. En même temps, je trouve que c'est plutôt pas mal de garder, ce que je disais tout à l'heure, garder le template, ça permet aussi à l'évaluateur de mieux comprendre comment s'articule votre copie. Bon, après, en termes de design, ça peut sans doute se présenter autrement. Alors, on a beaucoup de questions. Je vais essayer d'aller vite. Quelle est la différence entre pas de R&D et renouveau technologique? Alors, je ne sais pas à quoi. Moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Si vous pouvez préciser la question, peut-être. Jean-François, quand vous dites conseiller, c'est un conseiller BPI ou une boîte de conseil? Quel a été son rôle, son aide? Et ensuite, il y avait d'autres questions sur le consulting. Comment as-tu choisi ton consultant? Voilà. C'est un consultant, hein, c'est une boîte de consultants qui aide sur tout le processus de dépôt du dossier jusqu'au pitch, hein, comme je l'ai indiqué. Donc, ils peuvent écrire ou donner des conseils pour écrire le dossier en respectant ou pas les bullet points. Ça, je ne me rappelle plus dans le détail. Et puis après, donc, qui conseille pour le pitch. Et sur la partie financière, par exemple, ils avaient un template. Je ne me rappelle plus s'il y avait quelque chose dans le dossier à remplir. Mais ils nous ont pas mal aidé là-dessus. On a pas mal discuté sur le contenu, sur ce qu'il fallait mettre comme chiffre, par exemple, quel type d'attente il pouvait y avoir. Donc ils nous ont attendu du début jusqu'à la fin. Et c'est une société, c'est une boîte de conseil privée. Et donc le BPI France émet une liste de conseillers agréés. Et après, nous, on a choisi comme on recrute un consultant, hein, comme on choisit un consultant. Et puis on a une aide financière également, donc qui est indiquée jusqu'à 20 000 euros. Nous, je sais plus, on a eu 15 ou 18 000, je ne sais plus exactement. Alors après, une question sur le niveau d'anglais. Quel niveau d'anglais faut-il avoir? Il vaut mieux être fluent quand même, hein, parce que moi, j'ai participé à la préparation du pitch avec des gens qui ne maîtrisaient pas l'anglais. C'est quand même un peu compliqué, quoi. Tout est en anglais.
C'est Ah, ce mais qu'il de faut toute retenir. façon, c'est en anglais. Et bon, si on n'est pas à l'aise, on a du mal à s'exprimer, on a du mal à comprendre ce que disent les questions que posent les investisseurs, du jury. Non, il faut bien parler, quoi. Alors, Éviter l'interprète. Là, l'équipe qui a travaillé le pitch en même temps que nous, il y en avait un qui parlait bien anglais, et l'autre, mais le problème, c'était le patron qui était vraiment limité. Bon, c'est compliqué, quoi. Ça a moins d'impact, hein, c'est évident. Hein. Justement, sur l'oral, il y avait une question. Est-ce que tu te souviens des questions qui t'ont été posées lors de cet oral? Ouais, pas mal de. C'est des questions d'investisseurs. Hein, donc, bon, est-ce que vraiment vous avez quels sont vraiment vos avantages concurrentiels? Quels sont les clients que vous avez touchés? Il y avait quelques questions sur la techno aussi, sur la propriété intellectuelle et des choses comme ça, sur vraiment l'innovation. Les questions habituelles d'investisseurs, quoi. Bon, globalement, c'était assez cool. Hein. C'était pas très. Pas déroutant. Non. Non. Alors, il y a eu une précision sur la question de tout à l'heure. J'ai compris que le projet devait correspondre à une étape post-R&D, mais qu'en même temps, tout le développement technologique ne devait pas être fait pour justifier une subvention. Où se situe la frontière sur la maturité techno et quel développement techno est accepté? Laurence? Ah, on a perdu Laurence. T'as perdu, Laurence. Moi, Ça y je est, peux je préciser. suis là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La machine n'affiche plus. Ça y est, c'est bon. Alors, je n'ai pas entendu la question. Ouais. Et alors, je la relis. Alors, j'ai compris que le projet devait correspondre à une étape post-R&D, mais qu'en même temps, tout le développement technologique ne devait pas être fait pour justifier une subvention. Où se situe la frontière sur la maturité technologique et quel développement technologique est-il accepté? Tout ce qui va toucher votre adaptation à un marché plus grand. Voilà, il ne s'agit pas de refaire de la R&D complètement, c'est plus de l'adaptatif, c'est plus des derniers ajustements très en lien avec le marché. Il faut que vraiment, en gros, la technologie dont il est question, le produit, le procédé ait été testé en milieu quasi réel. Et là, le projet vous donne l'opportunité, enfin, le projet de financement vous donne l'opportunité géniale de pouvoir tester sur un autre marché, un marché plus large, sur éventuellement une spécialité complémentaire pour vous démarquer de la concurrence. Chaque dossier est une histoire particulière. Donc, voilà, il s'agit vraiment d'être à la réponse de votre marché et au top de cette réponse. Est-ce que ça convient à l'expérience de Jean-François, par exemple? Alors nous, concrètement, donc la R&D, le développement du procédé lui-même, il a été fait par le CEA, donc on a une licence. Donc après, nous, on l'avait, quand on a présenté le dossier, on l'avait amélioré industriellement. On était passé de batch en continu. Qu'est-ce qu'on avait fait? Puis on avait amélioré la performance du réacteur, des choses comme ça. Donc on était vraiment TRL9 sur la production de silicium, quoi. Après, le projet n'avait pas un TRL9 dans sa globalité parce que ce qui restait à lever comme difficulté technique, comme verrou technique, c'était l'intégration du silicium dans les batteries. Et ça, c'était fait en partie chez nous, en grande partie chez nos clients, quoi. Et vraiment, on était dans le scale-up, quoi. On était sur une production de quelques tonnes et l'objectif, c'était de passer à des centaines de tonnes. Je crois que nous avons fait le tour des questions. Alors, si vous avez encore une question, vous pouvez l'écrire. En tout cas, moi, je remercie beaucoup Laurence et Jean-François pour votre liberté de parole, pour ces réponses aux questions, pour ces présentations. Vous allez donc bien sûr recevoir les slides, vous aurez nos coordonnées, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, vous avez le PCN, que ce soit transport ou PME, le réseau Entreprise Europe, vous avez les pôles de compétitivité, Moveo pour les sujets de mobilité. Merci beaucoup, je suis désolée pour le timing, mais je pense que cette session questions-réponses était importante. Merci à tout le monde et comme pas de questions sur la conversation, je vous propose donc de conclure. Merci Laurence, merci Jean-François. Merci à toi, Merci Mathilde. merci Au revoir Laurence. Jean-François. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.